Ce village a failli disparaître de l'histoire sans que le monde ne le sache jamais. Et pourtant, c'est d'ici que vient quelque chose que des millions de personnes cherchent aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous raconte comment une tradition a traversé des siècles, comment elle a été partagée, mal comprise et comment elle existe encore aujourd'hui. Bienvenue à Huautla de Jiménez. Huautla de Jiménez, un village de montagne dans l'état de Oaxaca, au Mexique. Tranquille habitant, accroché dans la Sierra Mazateca, à plus de 1800 mètres d'altitude. Pendant des siècles, cet endroit était presque inaccessible, pas de route praticable, on y arrivait à dos d'âne, ou plus tard en petit avion sur une petite piste sommaire. C'est pas une métaphore, Huautla était littéralement coupé du monde, et c'est précisément pour ça que quelque chose a pu y survivre. La tradition d'usage sacré des champignons s'est maintenue ici parce que personne ne venait la déranger, parce que le monde extérieur n'était pas encore là, jusqu'aux années 50. C'est à ce moment-là que tout change et que commence l'histoire que je vais vous raconter. Mais qu'est-ce qui amène quelqu'un à venir jusqu'ici? Pour moi, ça n'a pas été un hasard. Pour tout vous dire, ça faisait plusieurs années que j'avais commencé un travail rituel avec les champignons. J'avais un appel de plus en plus fort en fait à travailler de façon rituelle et traditionnelle avec les champignons. Parce que les champignons étaient pour moi la médecine qui était la plus facile à synthétiser. C'était une médecine avec laquelle j'avais un lien de cœur, tout simplement, avec laquelle j'étais le plus proche. La difficulté, c'est qu'il existe très peu d'endroits dans le monde où il y a encore des chamans de champignons. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont été pour la plupart éradiqués par l'église espagnole. Et donc, je me suis mis en quête, si vous voulez, d'un endroit où je pouvais pratiquer à la fois avec ma médecine de cœur et en même temps dans un cadre traditionnel. Évidemment, aujourd'hui, il est possible de travailler avec les champignons dans un cadre thérapeutique, occidental, hospitalier. Mais pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de conserver cet usage traditionnel. Et donc, je suis venu jusqu'ici. C'était il y a 3 ans. Je connaissais rien, en fait, de ce village, si ce n'est qu'il était célèbre pour avoir été, en fait, la porte d'accès pour le monde occidental aux champignons. Et donc, je suis venu comme ça, avec mon sac à dos. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré une famille, pas un prestataire, pas un guide touristique, non, une famille qui pratique depuis des générations. Dans la famille Casimero, je demande la grand-mère Julieta. Elle est décédée il y a quelques années, désormais, mais ça a été une personnalité vraiment marquante de l'histoire des guérisseurs de Huautla. Elle a accueilli d'innombrables personnes pour travailler avec elle. Ça fait partie, on pourrait dire, un peu des collègues de Maria Sabina, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Julieta, elle a eu une vie qui était quand même assez difficile, hein. Elle a grandi dans une extrême pauvreté. Elle a eu 8 frères et sœurs, 10 enfants. Beaucoup des personnes de sa famille sont mortes très jeunes finalement parce qu'il y avait peu de possibilités d'accéder aux soins. Elle a commencé à ouvrir ses soins, ses cérémonies aux étrangers et c'est comme ça en fait qu'elle a développé son art. Un autre fait qui est vraiment marquant aussi de Julieta, c'est aussi qu'elle a cofondé le Conseil des 13 grands-mères, qui est une organisation internationale qui a regroupé, on pourrait dire, des femmes médecines, des femmes sages d'un peu partout dans le monde. Et cette association a eu vraiment un impact très important pour reconnaître les médecines ancestrales, pour reconnaître la sagesse des peuples premiers. Ils ont été accueillis chez le Dalai Lama, ils ont été accueillis aux Nations Unies. Après, autre personne dans la famille Casimero, aujourd'hui, il y a une personne qui m'est très chère, avec laquelle j'ai pratiqué, qui s'appelle Eugenia, qui est son 8e enfant. Eugenia, elle a donc cette vie un petit peu particulière d'avoir été la fille de l'une des chamanes les plus illustres de Huautla. Mi madre me invitaba, ven conmigo a participar, ¿no? Ya traes una línea. Porque la sangre, porque todo lo que llevas ahí. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est à la fois sa force contenante, mais aussi sa sagesse, évidemment, et aussi un peu sa franchise. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres estudiar para ti? Porque cuando tengas tu identidad vas a decir, esto es lo que quiero dejar. Tiene que tener mucho poder, ¿no? Elle a un caractère un peu très brut comme ça, qui fait qu'on sent qu'elle a une force intérieure qui est vraiment palpable. Une petite anecdote aussi que j'aime bien partager sur Eugenia, elle m'a raconté que elle, la première fois qu'elle a consommé des champignons, c'était à 3-4 ans. En fait, elle a vu le sac de champignons qui était posé de façon distraite sur la table de la cuisine et elle a pris beaucoup de champignons à cette occasion. Donc c'était le début pour elle de sa vie avec les champignons et depuis, elle a continué. Aujourd'hui, elle a plus de 50 ans. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir travailler avec elle.
Maintenant, je voudrais vous dire un mot aussi du peuple Mazatèque. Pour comprendre ce qu'ils font, il faut d'abord comprendre dans quoi ils s'inscrivent. C'est pas une pratique isolée, c'est vraiment toute une vision du monde qu'ils portent avec eux. Donc le peuple Mazatèque, c'est le peuple qui occupe à la fois ce village-là de Huatla, mais aussi les régions un peu avoisinantes. C'est un peuple qui est très ancien et qui est connu pour beaucoup de choses, son artisanat notamment, mais surtout le fait qu'ils aient conservé cet art rituel des champignons depuis aussi longtemps. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour eux, les champignons, c'est quelque chose de sacré. Ils les appellent la chair des dieux dans leur langue, ou on peut dire en espagnol aussi los niños santos. Ils ont un rapport qui est vraiment révérencieux, vraiment très respectueux par rapport à la médecine. Pour eux, c'est quelque chose qui est à la plus haute valeur. Donc si vous voulez, quand on se balade par exemple à Huatla, on voit beaucoup de petites statuettes ou des peintures, des sculptures à l'effigie des champignons. À l'entrée de la ville, il y a une énorme sculpture de champignons par exemple. Ici, on se place vraiment dans un travail rituel, un travail sacré. En tout cas, l'un des objectifs pour eux de ce travail, c'est vraiment de rencontrer le divin, de rentrer en contact avec cette partie vraiment subtile de l'existence. Cette tradition, elle aurait pu rester invisible pour toujours, mais il y a une femme qui a tout changé sans forcément le vouloir. Je voudrais vous parler de Maria Sabina, la grande chamane du XXe siècle, celle qui a initié en fait ce mouvement où de nombreuses personnes ont eu accès à la médecine pour la première fois. C'est vraiment une figure tutélaire dans le monde psychédélique parce que elle a permis l'accès à des occidentaux, à une médecine qui était jusque-là gardée vraiment secrète. Donc comment ça se passe? On est en 1955 et à ce moment-là, il y a un banquier américain du nom de Gordon Wasson et donc on n'imaginerait pas que c'est une personne qui viendrait faire toute une expédition au Mexique là pour prendre des champignons. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, sa femme, qui est russe, est une mycologue amatrice et par l'entremise de certains amis, ils ont appris qu'il y aurait, selon certains anthropologues, cette région du Mexique assez reculée dans laquelle on consommerait des champignons qui seraient un petit peu spéciales. Il faut vraiment se replacer dans le contexte. À l'époque, dans les années 50, évidemment, il n'y a pas Internet, mais aussi la circulation de ce type de savoir est très rare. Et donc, ils entreprennent cette expédition pour venir jusqu'à Huatla avec ce mystère de savoir s'ils vont pouvoir accéder à ces champignons. Ils arrivent ici et en fait, ils mènent leur petite enquête. On leur pointe la maison de Maria Sabina, donc la maison dans laquelle je me trouve actuellement, qui a été en fait transformée aujourd'hui en musée. Et il se passe toute une phase de tractation, on pourrait dire, où ils essayent de convaincre Maria Sabina de leur partager la médecine dans un contexte où, à l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment secret. C'était pas du tout bien vu par la population de partager cette médecine traditionnelle, rituelle, qui est vieille de plusieurs millénaires, à des Blancs qui, par ailleurs, évidemment, les ont persécutés pendant près de 500 ans à ce moment-là, ont commis des meurtres, de l'esclavage, ont apporté beaucoup de maladies. L'Église catholique a aussi beaucoup réprimé toutes sortes de pratiques. Donc pour eux, ils sont vraiment très frileux au moment de partager la médecine avec des Blancs. À force de persuasion, ils convainquent Maria Sabina de leur donner les champignons. À partir de ce moment-là, s'enclenche toute une séquence qui va complètement bouleverser la vie de ce village et puis on pourrait dire aussi va changer l'histoire des psychédéliques puisque en rentrant aux États-Unis en 55, Gordon Wasson publie un article dans le plus grand magazine américain de l'époque qui s'appelle Life et il publie une double page sur Maria Sabina et ses champignons magiques qu'il a découverts au Mexique. À partir de là, ça devient un mouvement chaotique, non régulé, joyeux, coloré, où il y a des milliers de personnes qui ont lu cet article et qui viennent ici à Huatla de Jiménez pour essayer de retrouver les traces de Maria Sabina. Il y a un afflux de personnes blanches, hippies, on pourrait dire, qui vivent dans une sorte de culture New Age qui est propre aux années 60. Donc il y en a beaucoup qui se baladent un petit peu dénudés dans la ville, dans un contexte où ici c'est quand même très catholique. Ce qui se passe à ce moment-là, finalement, c'est que la population locale commence à avoir beaucoup de réticence sur le fait que Maria Sabina partage la médecine à des occidentaux, donc on ne comprend pas très bien ce qu'ils viennent faire ici, qui ont des mœurs un petit peu légères. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va être vraiment rejetée en fait par la population. Elle va vivre une vie qui va être très difficile, une vie vraiment à la marge, une vie dans la pauvreté. Le toit de sa maison va être brûlé par la population. Il y a aussi énormément de gens qui profitent d'elle, c'est-à-dire qui amènent des gens pour prendre la médecine
mais qui garde une grande partie de l'argent. Voilà, ça aurait été une vie qui aurait été une vie de service. Elle a été une très grande chamane. Elle a aidé de nombreuses personnes et son action en fait a eu un retentissement énorme, bien au-delà du Mexique, bien au-delà des frontières de Huatla. Il y a beaucoup de légendes qui ont circulé sur qui sont les personnes qui sont venues exactement. On a parlé de John Lennon, on a parlé des Beatles, des Rolling Stones, de Walt Disney apparemment qui serait venu ici. Tout ça, on a du mal à savoir aujourd'hui quelle est la part de vérité ou pas. Toujours est-il que ça a eu une influence considérable, puisque il faut se remettre dans un contexte où dans les années 60, il y a assez peu de psychédéliques qui sont disponibles. C'est le tout début du LSD à ce moment-là. Et donc, de nombreuses personnes ont accès pour la première fois à des expériences d'altération de conscience et ça change véritablement l'histoire. Il y a une personne dont on sait qu'elle est venue et qu'elle a eu des échanges avec Maria Sabina, qui est une personne très importante, qui s'appelle Albert Hofmann. Albert Hofmann, c'est ce chimiste suisse qui a synthétisé le LSD. Et donc, à la suite de cette synthèse du LSD, il a continué à s'intéresser aux substances psychédéliques. Il a entendu parler de la psilocybine, donc du procédé actif des champignons, et il a synthétisé ces champignons, cette psilocybine, pour en faire en fait un extrait qu'il a par la suite renvoyé à Maria Sabina en lui demandant est-ce que c'est vraiment des champignons, même s'ils sont sous forme de comprimés chimiques. Et Maria Sabina lui a dit oui. SOS Medicina, ceci est de la médecine. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on a pu synthétiser la psilocybine. Aujourd'hui, elle est encore célébrée bien après sa mort. Donc, elle est morte en 85. Ça fait maintenant 40 ans qu'elle est décédée. Il y a encore tout cet héritage-là qui reste très vivant. Il y a de très nombreux artistes qui sont toujours très inspirés par ses poèmes. Il y a notamment Natalia Lafourcade, qui est une grande artiste mexicaine qui a fait une chanson à partir des poèmes de Maria Sabina. Miramos ahí una pequeña casita muy chiquita, con una luz. Por ahí se asoma Doña María Sabina, la curandera de las hierbas, la chamana. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'esprit de Maria Sabina plane toujours sur Huatla de Jiménez. C'est toujours une inspiration pour de nombreuses personnes et on sent sa présence qui est très forte ici. Que Maria Sabina a ouvert, c'est une porte. Ce que je vous propose, c'est de la franchir, mais dans le bon sens et avec les bonnes personnes et dans le bon cadre. Alors, comment se passe cette cérémonie? Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui entourent la cérémonie qui a lieu à la nuit tombée. En général, on appelle ça une velada, ce qui vient du mot bougie. À l'origine, les cérémonies étaient faites à la lueur de la bougie. Il y a, voilà, on pourrait dire, toute une chorégraphie qui commence à s'organiser avec le copal. Par exemple, le copal qui est un instrument qui est vraiment très important et qui permet de nettoyer le corps énergétique. Donc, il y a une première fumigation. Ensuite, on utilise d'autres éléments comme le cacao qui a comme objectif vraiment d'ouvrir le cœur et de sentir la connexion avec la terre. Le miel aussi est très important. Et puis, dans la tradition mazatèque, il y a aussi plein d'herbes qui sont importantes, tellement la rue, la salvia et plein d'autres plantes en fait qu'ils utilisent. Donc, si je vous partage tout ça, c'est aussi pour que vous compreniez bien que c'est quelque chose qui n'est pas simplement centré autour des champignons, mais qui est comme un ensemble un petit peu plus large que ça. Comment se passe la cérémonie en elle-même? Elle va durer un certain temps, généralement entre 4 et 6 heures selon la puissance de la médecine. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une cérémonie qui se passe en silence. Il n'y a pas de musique, en fait, c'est un mélange de chant, de prière et de silence, mais a cappella, qui fait que l'intensité est quand même assez forte. On se retrouve souvent dans le silence en contact vraiment avec soi-même. La chamane vient souvent constater comment ça se passe, prendre des nouvelles, éventuellement faire quelques petits soins sur le corps. Et petit à petit, la cérémonie s'achemine vers la fin. Il y a vraiment cette notion qu'ici, on fait un travail de l'âme. Finalement, il y a assez peu d'interactions verbales avec la chamane. On débriefe assez peu les cérémonies. Elle a plutôt tendance à faire un travail vraiment en profondeur sur des choses qui nous sont complètement imperceptibles. Parfois, on le recueille au niveau conscient, parfois on le recueille au niveau corporel. Sa visée finale, c'est plus de rassembler nos parties d'âme qui ont été dispersées. Et donc, il faut bien comprendre que c'est un travail qui est très fin qui va se mettre en place et un travail dont peut-être on ne verra pas les bénéfices immédiatement et quelque chose qui est vraiment en profondeur. Souvent, je décris ce voyage un peu comme si notre âme sentait qu'elle avait besoin d'une guérison profonde et elle faisait tout ce chemin dans le monde matériel pour venir jusqu'ici et connaître un peu, on pourrait dire, soit ce médicament, soit cette médecine, pour commencer à rassembler des parties qui ont été éparpillées. Ce que je vois à chaque retraite, c'est des personnes qui arrivent avec une certaine idée de ce qu'elles vont vivre,
de ce qu'elles vont retirer de la retraite, elles repartent toujours avec quelque chose de complètement différent, quelque chose qui est assez difficile à nommer, mais quelque chose de bien réel. Eurenia, elle ne guide pas une expérience. En fait, ce qu'elle fait, c'est vraiment un travail sur l'âme, et c'est un travail qui commence bien en amont de la retraite et qui se poursuit bien après la retraite. Si ce que vous avez vu dans cette vidéo résonne en vous, si vous vous sentez appelé à travailler avec cette médecine en particulier, avec ces personnes-là, dans ce cadre précis et dans ce village éloigné du Mexique, alors je vous invite à prendre contact avec moi. La prochaine retraite à Huatla aura lieu en février 2027. Les places sont limitées et elles se remplissent toujours bien avant le départ. Le lien pour prendre un appel est en description. Prenez le temps de digérer cette vidéo, de sentir ce qui est juste pour vous. C'est pas une décision qu'on prend à la légère et c'est très bien comme ça. À la prochaine les amis.